l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on fout? Et quelle bonne nouvelle de se retrouver tous autour de cette table délicieuse pour la rentrée. Et bien évidemment, les vacances ne sont pas finies puisqu'aujourd'hui, on part faire un tour du côté de l'Italie. C'est vrai que vous n'êtes pas sur le plateau, mais je ne peux pas vous décrire les odeurs, notamment de basilic qui s'en dégagent. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale, c'est une émission italienne. Nous recevons Alessandra Pierini. Bonjour Alessandra. Bonjour, enchantée, merci d'être là, on est ravis. Alessandra est une vraie italienne, une pure italienne. Avec l'accent. Vous la connaissez peut-être, elle a une épicerie dans le 9e qui s'appelle Rapp, c'est 4 rue Fléchier. C'est ça. Alors c'est une épicerie purement italienne, on ne trouve que des produits italiens. Et alors Alessandra, vous allez les sourcer directement là-bas, bien entendu. C'est le plus important d'ailleurs, c'est ce que j'aime faire d'ailleurs. Alors on y trouve beaucoup de merveilles dont on va parler aussi aujourd'hui sur le plateau, mais Alessandra n'est pas qu'une dénicheuse de merveilles italiennes, c'est aussi une auteure de livres. Vous avez écrit déjà 5 livres, Alessandra, quand même, on peut le dire. Alors il y a des livres aux éditions de l'Épure, et puis il y a aussi 2 livres aux éditions du Pétrin, qui sont à chaque fois sur des choses qu'on connaît assez mal, je crois, dans l'Italie. Alors il y a le Parmigiano, il y a la polenta. Polenta oui, ça je tenais particulièrement à écrire sur la polenta. Qui est de votre région et qui est souvent un peu un produit bafoué. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une excellente idée, parce que le souvenir de la polenta est généralement associé à la cantine scolaire, ou alors une réussite pas tout à fait, une recette pas tout à fait au point, et c'est un peu l'antithèse de ce qu'on aimerait entendre de la cuisine italienne. Vous avez aussi écrit sur le citron, qui est un produit qui est énormément utilisé dans la cuisine italienne, et puis sur le fumet, qui est une particularité aussi de la cuisine italienne. Beaucoup de les fromages, la mozzarella, le speck, la charcuterie. Voilà. Façon de travailler les produits. Alors, en plus d'être auteure, vous êtes aussi organisatrice du championnat du monde de pesto au mortier. Alors, si vous le voyez, il y a un mortier sur le plateau. Oh là là, on a trouvé une jolie photo là. N'est-ce pas? C'est chouette. On a un vrai mortier sur le plateau parce que tout à l'heure, Alessandra va nous faire une démonstration en direct de pesto au mortier. On verra si elle est élue pour la prochaine étape de ce championnat du monde. Je ne sais pas. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food? Alors on commence d'abord avec les restaurants italiens à Paris. Alors il y a beaucoup de restaurants italiens, il y a beaucoup de pizzerias notamment, on en trouve un peu à tous les coins de rue. Et puis il y a quelques controverses, des restaurants plus confidentiels, tenus par des vrais Italiens avec des cuisines authentiques. Mais avant de parler de ces petites perles parisiennes, on va parler du succès du moment. C'est le groupe Big Mama qui a ouvert en 6 ans... En 2 ans, 6 adresses. 6 adresses. Il y a Is Mama, Aubert Mama, Big Love Café, Mama Primi, Popolare et Pink Mama, le petit dernier. Un espèce de succès fulgurant où on nous vend une Italie, un peu standardisée. On peut dire ça, Alessandra? Il y a quelques petits clichés, c'est ça. Mais enfin, oui, ça, quand même, il faut dire que ça a un succès énorme. Ça peut être aussi influencé la cuisine italienne en général, un petit peu, surtout au niveau parisien, parce que finalement, tout le monde connaît maintenant les recettes qui sont présentées dans ces restaurants de Big Mama. Et les personnes essayent aussi de les refaire chez soi. Donc ça, c'est le côté positif. Donc, je pense qu'il y a une mise en valeur très un peu grandiose de l'Italie, parce que quand on dit l'expression on n'arrête pas le succès, on a un peu envie de dire on n'arrête pas le concept aussi, parce qu'avec eux, c'est toujours dans soit c'est la pizza à 5 €, soit c'est le côté viande un peu braisée. Et c'est toujours comment... valoriser un peu cette Italie sous forme de clichés, sous forme assez jolie quelque part, parce que les restaurants sont aussi assez agréables et très grandioses. Les cadres sont absolument exceptionnels systématiquement. Ça, c'est vraiment leur force, et ça de créer une ambiance qui est absolument folle. Après, ce qui revendique clairement, je vais aller chercher la petite phrase sur leur site internet, de très bons produits importés en direct de nos producteurs en Italie, pizza napolitaine au feu de bois dans le plus pur respect des traditions, des pâtes fraîches faites à la main. Ne ratez pas les pâtes à la truffe, on a la photo des pâtes à la truffe, c'est vrai qu'elles ont l'air appétissantes, et 180 références de pinard qu'on prend directement chez les vignerons.
Enfin bon, les pâtes à la truffe en direct du producteur toute l'année, c'est bien raisonnable, Alessandra. Ils ont de la chance. Moi, ils ont un producteur exceptionnel. Alors, je rappelle qu'on est en direct, hein, donc n'hésitez pas à réagir pour tous ceux qui nous regardent, aussi bien sur Facebook que sur les différentes chaînes où nous sommes diffusés. Vous pouvez bien sûr nous poser des questions avec le hashtag Qu'est-ce qu'on food ? Donc, on l'a compris, Big Mama, c'est le phénomène du moment, des produits qui sont, on va le dire, quand même pas mauvais. Hein. Non, moi j'ai mangé dans certains de ces restaurants et finalement, j'étais agréablement surprise. Ce qu'on a mangé, c'était bien. L'assiette est pas mauvaise. Après, le concept plaît beaucoup parce que effectivement, on entre dans un univers de l'Italie dans les restaurants avec les serveurs qui parlent italien, avec le four à pizza qui est visible depuis sa table. Après, moi, ce que j'explique toujours pas, c'est que complètement surdimensionné mais ça, c'est le Parisien ne s'explique pas. Le Parisien peut-être. Mais je suis passée ce matin à 10h30, il y avait personne, je me suis dit que j'allais peut-être commencer à faire la queue pour pouvoir avoir une table à midi. C'est un concept. Alors bon, c'est finalement une Italie un peu galvaudée qui est présentée, hein, voilà, tous les clichés qu'on en a sont réunis dans ces restaurants, mais heureusement il n'y a pas que ça à Paris, il y a des adresses bien plus sincères, hein, et bien plus profondes, avec des racines vraiment ancrées dans ces pays, parce que les chefs ou les propriétaires sont italiens. D'ailleurs, les chefs sont généralement les propriétaires. Et donc, on vous a sélectionné 3 adresses qu'on aime beaucoup, hein, toutes les 3. Alors, on va commencer avec Ida. Ida, tout à fait. Denis Ambroisi, ancien top chef qui a su mener une très belle reconversion dans son domaine, qui est l'Italie, en fait, qui a ouvert il y a quelques années maintenant, et qui a remporté un franc succès grâce à sa carbonara. Alors, on voit à l'image les photos. Giovanni Passerini, tout à fait, qui est un autre chef dont on parlera plus tard. Après, voilà. Et Ida, qui a ouvert il y a quelques années, qui a eu un premier lifting, quand on a eu un deuxième lifting, il a refait sa décoration. C'est quelqu'un là aussi, c'est très coloré. C'est très coloré, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans le soutien de l'Italie, dans le soutien des producteurs italiens, de la bonne cuisine, des bons produits, et qui du coup va s'étend en fait, parce qu'il va ouvrir une nouvelle adresse qui devrait ouvrir début octobre sur Paris. Toujours italienne. Toujours italienne, bien évidemment. Voilà, donc on sent aussi cet envol vers la gastronomie italienne que Paris prend en ce moment. Alors, ce qui a rendu un peu célèbre Ida, enfin Denis dans son restaurant Ida, c'est sa carbonara, parce que ça a été un des premiers à revendiquer de faire la vraie carbonara authentique. Sa carbonara, là, bien entendu, pas de crème, nous reviendrons ensuite là-dessus, et elle est très jolie parce qu'en fait il y a des tranches de pancetta dessus. Alors je crois qu'on a la photo, on va pouvoir la montrer. Avec le jaune d'œuf au milieu. Avec le jaune d'œuf au milieu, effectivement. Donc c'est cette carbonara qui devient très crémeuse quand on mélange tout. La pancetta, elle est coupée très 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 finement, donc elle fond littéralement sur les pâtes. C'est une monstruosité totale, c'est vraiment une assiette. Là en plus on sent la touche du chef. Ah bah oui, la carbonara, là, c'est un plat assez populaire, mais lui, il la sublime particulièrement. Ah oui, non, c'est sûr. Alors, on va retrouver la photo, hein, c'est des pâtes, je dis ça pour la régie, c'est des pâtes avec dessus posé de la pancetta, donc qui est une tranche de charcuterie italienne. Bleu. Il y a un fond bleu sur la photo, on va peut-être réussir à la retrouver, vous la montrer, vous allez voir, c'est absolument charmant. Et c'est vrai que la scène gastronomique parisienne s'est ruée sur ces carbonara il y a 1 an et demi de ça, et ça n'a pas démenti depuis, puisqu'elles sont toujours aussi bonnes. Ah, il ne fait pas que ça, bien entendu, mais c'est vrai qu'on retient surtout ce plat. Donc allez voir Denis Ambroisi chez Ida, c'est 117 rue de Vaugirard dans le 15e, ça vaut vraiment le détour. Une autre adresse qu'on aime beaucoup dans un autre style, c'est aussi un chef italien, il s'appelle Giovanni Passerini. Alors Passerini, on l'a connu d'abord chez Rino il y a quelques années. Dans un petit lieu un petit peu intimiste, il a trouvé de quoi un endroit avec son envol et une grande maturité. Et avec une cuisine 2 voire 3 fois plus grande par rapport à ce qu'il avait avant, qui lui permet de faire enfin sa cuisine personnelle. Donc là, Giovanni, on le voit à l'œuvre. C'est un chef romain et moi je suis notamment complètement accro à ses tripes à la romaine. Alors, faut quand même le dire, l'Italie, il me semble, Alessandra, est quand même un pays où on cuisine pas mal les abats.
Ah oui, 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 surtout dans certains endroits, mais particulièrement dans la région de Passerine, Piémont, mais aussi la Toscane, beaucoup, le Latium. Et il y a vraiment une cuisine basée sur ça. Et ce sont toujours des abats très mijotés, très élaborés, il y a beaucoup de sauces. Et on les mange aussi très souvent dans une sorte un peu de street food, dans les sandwichs, les panini, dans la rue aussi. Après, on retrouve ça du côté de Palerme. Dans des tripes, des petites triperies, ils font des petits sandwichs comme ça qu'on mange sur le pouce, qui sont absolument délicieux. Mais c'est ça ce qui fait la force de la cuisine italienne, c'est que finalement les produits sont pas extrêmement transformés, mais du coup les produits de base sont tellement bons. C'est ça, qu'il faut juste les mettre ensemble, voilà, exactement. Les sublimer. Et pas trop en mettre d'ailleurs. On respecte le produit vraiment dans son entièreté. Moins il y en a, mieux c'est. On peut maîtriser la cuisson parce que parfois il y a... Comme les pâtes, c'est très simple, mais la cuisson, il faut bien la maîtriser. C'est simple que ça, les pâtes. Et d'ailleurs, Giovanni Passerini a ouvert à côté de son restaurant une petite boutique de pâtes à emporter. C'est ça, qui sont délicieuses et d'ailleurs qui propose aussi dans son restaurant. Oui. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Giovanni, outre les abats, j'ai mangé il n'y a pas longtemps une brochette d'abats d'agneau absolument démentielle. C'est plat en 2 services, où ça, il fait ça très intelligemment, parce que le premier service, c'est donc les pâtes avec très souvent d'ailleurs les abats. Là, j'avais pris un canneton la dernière fois, donc on avait les pâtes avec les abats premièrement. Et puis le deuxième service, le canneton découpé, là plus finalement à la française, avec un service où tous les morceaux sont bien séparés, et puis des petits accompagnements parfaits. Donc il arrive à mélanger finalement aussi bien ses origines italiennes et particulièrement romaines à une cuisine française assez contemporaine. Et je trouve que c'est sa force. Une cuisine assez gastronomique finalement. Donc Giovanni, il est dans le 12e, il est 65 rue Traversière. Et je ne peux que encourager les amateurs d'abats à y aller, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres plats qui réussissent. Oui, ça évolue, sa cuisine selon les saisons. Sa cuisine qui change beaucoup. Ouais. Alors le dernier, ça c'est le petit coup de cœur d'Alessandra. Donc on va laisser vous en parler. Ça s'appelle Osteria Ferrara. C'est ça, c'est un chef donc, qui est Fabrizio Ferrara qui donne le nom donc, à son restaurant. Les Parisiens le connaissent peut-être aussi parce qu'il avait l'ancien Café dei Cioppi qui marchait très 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 bien. C'était un tout petit restaurant, il y avait toujours la queue, on attendait aussi toujours d'avoir sa table pour manger les bonnes pâtes de Fabrizio, qui est chef aussi, qui est chef et propriétaire. Lui, il est originaire, il est sicilien, originaire de Gela, mais il ne fait pas que des plats de sa région d'origine, il fait des plats de toute l'Italie, des recettes plus connues, comme certains carpaccio, le vitello tonnato qui sont juste délicieux, mais il fait aussi des choses un peu plus recherchées, même des élaborations aussi avec des ingrédients italiens qui personnalisent aussi. Je trouve qu'il fait une très bonne cuisine à base de champignons, il les connaît, il les travaille très très bien, les poissons, les viandes, moi je suis fan de Fabrizio. Et Fabrizio, j'imagine comme tous ses chefs, se fournit aussi en Italie et aussi chez vous un peu. Oui, on lui fournit quelques produits. C'est lui qui vient faire sa sélection surtout. Il a aussi une très belle carte des vins aussi. Oui, parce qu'Alessandra, vous n'êtes pas que pour le grand public, vous fournissez aussi les grands chefs, bien entendu. Oui, c'est vrai qu'ils viennent chez nous pour sélectionner certains produits. Ça fait plaisir. Ah oui, une belle référence. C'est mérité. Alors on fait une courte pause et puis avec Alessandra, on a décidé d'essayer de tordre le cou au cliché de la gastronomie italienne. À tout de suite. Alors mozzarella, pesto, pâtes, je pense qu'on est un peu vraiment... on les connaît sur les étalages des supermarchés. On les connaît, si on dit pasta à la carbonara, tout le monde a déjà mangé une pasta à la carbonara, mais c'est quoi la vraie recette de la pasta à la carbonara? Oui, c'est surtout les Romains qui se sont sûrement, les anciens Romains qui ont dû se retourner aussi plusieurs fois dans leur tombe. Même si la recette de la carbonara n'est pas si vieille que ça. Il y a différentes origines, après chacun prend celle qu'il préfère finalement, parce que je pense que c'est dans des plats populaires comme ça, c'est un peu compliqué parfois quand il n'y a pas vraiment à l'origine des traces écrites vraiment de déterminer une époque bien précise, mais c'est dans tous les cas, ce sont des pâtes, des spaghettis, donc au moins des pâtes longues, jamais des pâtes courtes avec la sauce à la carbonara,
avec du Et alors, guanciale. pourquoi ça justement? Pourquoi les pâtes longues par rapport aux pâtes courtes? Parce que l'italien, pour chaque sauce, a un format de pâte. Pâte très Donc c'est spécifique. vrai que le spaghetto s'enrobe bien avec le mélange d'œufs finalement et de fromage. Et donc c'est ce qui vient avec la chaleur, donc à peine sortie de l'eau, et l'onctuosité en fait de ce mélange qui permet bien à la sauce coller, de s'accrocher. Très bien. Donc on a Donc, du parmesan. du parmesan ou du pecorino, pecorino romano ou du parmesan et du pecorino, parce que le pecorino romano, c'est vraiment le fromage de brebis qui est de la région de Rome, donc de la région d'origine, mais c'est vrai qu'on a tendance plutôt à mettre du parmesan. Même à Rome, maintenant. C'est un peu moins fort peut-être, C'est un petit peu moins fort, un peu plus onctueux. C'est vrai que le pecorino romano, il est assez salé. Donc, on préfère le parmesan râpé. Donc, le guanciale, Alors, qui est la... peut-être le qu'est-ce montrer que c'est le justement. guanciale? Ça, c'est la joue de porc. C'est pas la du joue tout de les porc lardons avec... qu'on utilise chez soi. alors oui, c'est ça, alors, pas- je ne sais pas si on surtout peut pas avoir les lardons. un focus sur le produit. Alors, comment est-ce qu'on peut l'ouvrir? Alessandra, je vous laisse peut-être l'ouvrir. Bien sûr. Pour qu'on puisse montrer comment ça, parce que alors nous la carbonara on la connaît en France avec les lardons Les lardons et la crème, malheureusement. Disons que si on ne trouve pas de guanciale, une autre alternative peut être la pancetta, Oui, qui est la comme ça. ventrèche de porc. Qui est aussi, elle est assez entrelardée, où il y a juste une fine couche de viande et surtout pas mal de lard. Il faut qu'il y ait du blanc, du lard. Là, c'est ça, donc là on le voit, en fait il y a là, que du là, on blanc. voit que Est-ce qu'on ça, voit bien à ça, l'intérieur, si on c'est l'ouvre, que du gras. normalement, à l'intérieur, on commence à avoir des petites peu de- veines de viande plus rosée. Mais c'est quand même C'est quand assez même gras, du c'est la gras. joue et l'abajoue du cochon. Donc, Qui est Parce que séché. ça influe. qui est séché avec du poivre au-dessus. Donc D'accord. il y a un côté avec de la couenne, donc qui est la peau à l'extérieur, et donc ça c'est l'intérieur qui est plus moelleux, donc c'est là où on voit le gras. Il y a toujours du poivre, il peut y avoir même plus de poivre que ça, vraiment, qu'il faut... Et le gras, justement, pour créer un peu cette onctuosité sur la recette et ce C'est ça, côté, mais surtout le gourmand, guanciale, il faut déjà le couper en... très fine. Alors, Normalement, comme c'est des lardons, plutôt en des fait, lardons. c'est ça, Hein, c'est plutôt ça, des hein. lardons. Après, on le fait revenir à la poêle. Il faut que ça soit... On le fait quand même revenir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il faut que ça soit bien translucide et un peu croustillant. Donc on va avoir beaucoup de gras liquide qu'on va jeter en fait, qu'on va mettre de côté pour utiliser dans d'autres préparations, mais qu'on ne garde pas pour les pâtes pour qu'elles soient pas trop grasses, un peu plus digestes si on veut. Et ensuite, bien sûr, il y a l'œuf. On n'utilise que le jaune d'œuf. On en prend un par personne et un pour le plat. Voilà, donc c'est si ça. on est 2, on met 3. Si on est 4, on en met 5. Et on mélange bien en bas les œufs avec du poivre. Il paraît que c'est aussi à cause du poivre qu'on met en quantité assez importante qu'on appelle la pâte carbonara. On dirait qu'il y a du charbon en fait par-dessus. D'accord. Ça, c'est une autre version. C'est un autre côté du mythe. C'est ça. Donc on mélange bien les jaunes dans un saladier, donc à froid et à cru. On attend que les pâtes elles soient prêtes. On peut prendre une cuillère d'eau de cuisson des pâtes légèrement emmidonnées pour bien délayer le jaune d'œuf. On met le parmesan râpé ou le fromage si on a éventuellement du pecorino. On bat comme si on devait faire une omelette. On incorpore bien de l'air, donc on laisse un petit peu l'œuf mousser. Et ensuite, on incorpore les pâtes. On mélange, on met le guanciale qu'on aura réservé dessus, on rajoute bien du poivre du moulin concassé et on sert et on se régale. Alors il y a une autre recette italienne bien connue qu'on se sert souvent avec les pâtes, c'est le pesto. Alors le pesto sur le plateau, on en a 2 et un qui va être préparé en même temps en direct par Alessandra. Alessandra, on vous laisse vous lancer et je commence pendant que le pesto c'est codifié à Gênes avec 7 ingrédients principaux de cette recette qui est assez ancienne. Et là c'était de l'ail. Là c'est de l'ail. Des pignons. De l'ail. Ce sont des pignons italiens de préférence. On évite les pignons chinois. Bien sûr. On fait dans un premier temps, je vais essayer de pas trop taper. Vous entendez ce bruit du mortier qui tape là. Voilà, ça sera C'est pas normal, le pesto c'est normal. parfait aujourd'hui, mais au moins juste pour montrer la séquence. Ça sera d'abord, on fait une sorte de pommade
il faut bien insister pour Ouais. ça. Je ne vais pas le faire trop fort pour pas déranger, mais ça sera l'ail avec les pignons. Donc Ouais. on forme une pommade. Mhm. Et il faut taper avec le mortier, pas tourner. D'accord. On tape ah oui, bien tout est dans, fort. tout Le est geste dans le est- geste. le geste est aussi, très hein, Dans la le important. technique, ouais. C'est ça, la séquence à respecter, c'est ça. Une fois qu'on a créé donc cette pommade avec l'ail et les pignons, on rajoute le basilic, donc de préférence de Ligurie au moins, si c'est pas le génois, Tant qu'à faire, avec les extrêmement petites bon. feuilles vertes comme ça. On prendra donc juste la feuille, on évite la tige qui Ouais. va être donc plus désagréable. Il faut qu'il y en ait autant Waouh. pour Il est rempli, là, hein. remplir le mortier. Ah, d'accord. Ah oui. Et ça fait Pourquoi environ, oui, ça fait deux bonnes beaux grosses. bouquets de basilic comme ceci. On ne pleure pas le basilic, on en met beaucoup. Faut en mettre, parce que d'ailleurs après ça se réduit, Oui, ça réduit très c'est comme facilement. comme les épinards. Comme les épinards, c'est ça. Poignée Un de petit sel. peu de sel, de la fleur de sel de Trapani de préférence aussi, ça change tout. Merci. Tout est Tout est italien. codifié, hein, même dans le sel. C'est ça, parce que les graines de sel, du gros sel, pas du sel fin, servent aussi en même temps à broyer les feuilles de basilic. D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'on le rajoute. Donc après avoir fait la pommade avec l'ail et les pignons. Très bien. Donc une fois qu'on a bien broyé les feuilles de basilic et qu'on a les huiles essentielles qui sortent, on sent tout de suite le parfum. Ah oui. Et donc ça aussi, il faut faire bien piler, bien énergétiquement. Mhm. On sent déjà Il faut- d'ailleurs on sent tout de suite quand ça se mélange. On est désolé pour vous, vous n'êtes pas sur le Voilà. plateau, mais alors qu'est-ce Je que vais ça me sent limiter dans les gestes pour pas créer des problèmes. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on fait un geste circulaire pour faire une pommade. C'est Eh là ben, dis donc. qu'on écrase donc ensuite les feuilles contre les parois du mortier et on crée donc cette crème, ce mélange entre les 4 ingrédients. Et alors, ça vient de quelle région, le pesto comme ça, au mortier? C'est dans toutes les régions d'Italie? C'est Gênes. Gênes. C'est vraiment Vraiment la Ligurie et Gênes en particulier. C'est là où on fait juste le championnat. Et Ensuite, alors, il faut compter combien de temps pour réaliser un pesto à la main comme ça? il faut pas dépasser les 5 minutes, si Ah non, possible. c'est Donc après, il faut ça un peu Oui, parce que s'entraîner. du coup, c'est très. Parce Après, qu'il faut que ça reste s'oxyde. très Ah oui, frais. ça s'oxyde, Ah oui, bien c'est sûr. C'est ça. ça, donc on le fait normalement pendant que les pâtes cuisent. Ah, donc il faut vraiment avoir le coup de main. c'est pour vraiment- pouvoir la ah ouais, réaliser, C'est ça, ouais. c'est ça. Ça aussi, C'est la avec cuisson, ça se mange avec des spaghettis, des linguines aussi, ou alors les troffies génoises, les petites, les crozzetti de Gênes, mais aussi les gnocchis à la pomme de terre. Ah. Et on peut faire des lasagnes. Mais le pesto, il faut bien retenir, il ne faut jamais le chauffer. Le pesto, c'est une sauce froide qu'on mélange aux pâtes chaudes. Et on mélange toujours les pâtes dans le pesto et jamais le pesto dans les pâtes. Ah Ça oui. change tout. Je pense Alors, que nous allons revoir nos basiques. On a trois du coup, plusieurs peut-être pestos que- sur le plateau. Hein. On a, alors évidemment, le pesto que vous connaissez, que vous trouvez en supermarché, hein, de la marque Sacla, donc qui est quand même considéré comme étant un peu le haut de gamme. Et puis on a un vrai pesto de Gênes. Alors voilà, on parlait déjà tout à l'heure de couleur, de différence entre les Oui. deux produits. Ça n'a absolument rien à voir. Il y en a un qui a la couleur de la pistache, c'est le pesto que nous a amené Alessandra, qui est donc un pesto authentique de Gênes, qui est donc un pesto très naturel. Il y a peu de choses dedans, c'est ça? Il y a peu de... C'est ça, il n'y a que les ingrédients que nous avons sur le plateau. Il n'y a aucun conservateur. C'est d'ailleurs un pesto qui se garde au frigo. Il y a donc du basilic de Gênes, les pignons italiens, l'ail même de Vessalico, qui est une petite ville à côté de Gênes, où on a un ail particulièrement savoureux et pas fort. Ouais. Le parmesan, c'est toujours du Parmigiano Reggiano de 24 mois d'affinage, du pecorino, mais cette fois-ci de Sardaigne, Ouais, du pecorino Fiore Sardo DOP, Ouais. et qui on met en petite quantité parce qu'il est quand même assez fort. Et ensuite, il faut de l'huile d'olive, le sel, comme on a dit, de Trapani, et l'huile d'olive de Ligurie, qui est une huile fruitée, mais un fruité léger, pour pas dominer d'ailleurs sur les autres ingrédients. Et c'est l'huile d'olive qu'on met en plus grosse quantité, en fait, dans la recette du pesto. Oui, donc on est vraiment sur des ingrédients de base qui sont à la base ultra codifiés. C'est-à-dire ça. qu'il faut ces ingrédients Si et on pas veut faire autre du chose, vrai si on veut pesto vraiment faire génois, le vrai c'est vrai pesto. que c'est bien. Après, on fait comme on veut. Si on peut pas le faire au mortier, on peut aussi le faire à la maison avec un blender. C'est pas interdit. Mais voilà, si on peut le faire au mortier, ça c'est sera... mieux. Oui, ça sera Alors, on vraiment va du coup goûter les différences. Hein. On va peut-être commencer par le pesto industriel qui va être clairement peut-être le moins intéressant. c'est ça.
On le voit à la couleur tout de suite, à l'odeur Il y a un aussi. côté amer. Ah oui. Mais à mon avis, Extrêmement il n'y a amer. pas que du basilic dedans. Peut-être le vert, c'est peut-être autre chose. Parce que le basilic, finalement, le pesto, c'est quand même une sauce assez chère. Les ingrédients sont Oui, très bah, c'est ça. recherchés. Parce que par exemple, là, Il y a de l'arôme le- naturel de basilic, avec d'autres arômes naturels, est-il précisé. parce que là, par exemple, le pot, vous le vendez à quel prix? 10 euros, le pot oui. de 180 grammes. Alors que là, ça va coûter à peu près 2,50 €, 3 €. Et la C'est même déjà cher quantité, pour ce c'est Oui, vraiment... c'est ça. On va peut-être en profiter pour faire un... On goûte ça. Ça change tout, Ça change franchement. Waouh. Là, on sent du vinaigre aussi. On dirait qu'il y a du vinaigre. C'est C'est une vraiment... horreur ce truc, c'est amer, c'est la je suis désolée c'est pour les extraordinaire. là, mais ça c'est Ça, incroyable. je vais le manger pour cacher. Oui, Ah oui. c'est doux, c'est rond, on sent beaucoup de pecorino. Il est au pecorino là, enfin c'est pas. Ah, puis c'est... Il y a les deux peut-être. C'est Le relevé. pecorino fiore sardo, qui est celui-ci, Ah oui, qui est un pecorino qui est légèrement fumé, D'accord. ah oui, c'est vrai. C'est Puis un c'est pecorino très... fait par les bergers en Sardaigne, d'une D'accord. façon ancestrale, et c'est un produit qui est labellisé Slow Food. Donc c'est vraiment des toutes Alors, petites... donc on a vraiment testé deux différents. On a une marque de supermarché qui s'appelle Sacla, voilà, qui est quand même considérée comme étant une marque C'est quand même italienne, italien, hein, c'est- voilà, mais très industrielle. Et puis donc là, le pesto s'appelle Rossi. Rossi. Et là, vous le trouvez évidemment chez Alessandra, 4 rue Fléchier dans le 9e. Et c'est incomparable au niveau du goût. Si vous avez la flemme de faire votre pesto au mortier pendant que vos pâtes cuisent, manifestement, Allez-y. faut un tour de main. Franchement, achetez celui-là, c'est incroyable. Ouais, c'est Voilà. dingue, c'est dingue. Si vous n'aimez pas le pesto, vous allez redécouvrir le pesto. Moi qui n'aime Ah oui. pas ça normalement, Voilà. c'est ça. C'est C'est et j'aime ça. pas parce que c'est ce côté amer qui est. Oui, c'est très Alors, bien. ça, C'est c'est fort. Ouais. Alors, malheureusement, l'émission va bientôt se terminer. Arriver à sa fin. Nous avons été très bavardes et on n'a pas pu tout vous présenter, mais on a quand même été ravis d'avoir... Je reviendrai. Je pense qu'Alessandra reviendra parce qu'elle a encore beaucoup de choses à nous dire. On a été ravis de vous recevoir sur le plateau. Merci. Donc, pour rappeler que vous pouvez retrouver tous les produits d'Alessandra dans son épicerie, qui s'appelle Rap, qui est donc 4 rue Fléchier. On peut du coup aussi, j'imagine, retrouver vos livres dans votre épicerie. C'est ça. On peut peut-être montrer rapidement... Et puis s'inscrire à où l'antenne. est-ce qu'on s'inscrit au championnat On du en pesto parlera sur les réseaux sociaux au moment où on aura C'est déterminé l'année- les dates. c'est l'année parce que prochaine, c'est c'est ça? l'année C'est en prochaine, ça 2018. sera au mois de mai-juin, juste après le championnat du monde à Gênes, et ça sera toujours au Purgatoire, rue de Paradis. C'est un lieu magnifique Tout où le il y a monde une peut s'inscrire cuisine. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Faut prendre le coup Vous de avez main envie d'ici de là. vous la... Alors, Mais un il faut conseil, s'entraîner. Il faut s'entraîner. Entraînez-vous et puis moi je pense qu'on peut tous se retrouver Autour d'une bonne purgatoire, pâte et pâte. en essayant de faire un pesto maison. Oui, mais en plus, on en profite pour faire une grosse fête génoise avec des chefs qui font la cuisine, la focaccia sur place Ah, et super. toutes les spécialités qu'on peut manger en Ligurie. Et c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut goûter. Ah ben, on reviendra. Merci Avec beaucoup, plaisir. en Merci tout cas, à vous. ça fut un plaisir. Alors nous on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle émission à 13h. Autour des produits. Hashtag qu'est-ce qu'on food. Et on peut même vous dire que la semaine prochaine, on parlera de tout ce qui est label, de tout ce qui est association autour de la gastronomie, pour essayer de promouvoir le mieux manger et essayer de comprendre surtout à quoi servent tous ces associations, tous ces labels, toutes ces choses qu'on voit écrites sur les produits, de mieux s'y retrouver et de mieux manger du coup. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Exactement. On se retrouve à la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec Et le les hashtag qu'est-ce qu'on food.